Le Phédon de Platon, notice introductrice d'Émile Chambry le traducteur, suite La beauté du Phédon, suite. À ce drame métaphysique se mêle un drame purement humain. Socrate oppose à la mort un front serein parce qu'il a confiance de trouver dans l'autre monde des dieux bons et sages et des hommes meilleurs que ceux d'ici-bas. Aussi, toutes les fois que l'argument est en danger, c'est l'espoir de Socrate qui chancelle et ses ennemis s'affligent pour lui. Les deux Thébains eux-mêmes n'osent pas d'abord exposer leurs objections de peur de contrister Socrate. Mais il les encourage, les loue et fait par son calme et sa bonne grâce l'admiration de ceux qui l'écoutent. Enfin, à ces discussions si importantes pour tous les hommes et pour Socrate en particulier, se mêle un troisième drame qui est le récit du dernier jour du philosophe. Tandis que ses amis s'affligent et gémissent, Socrate garde un calme et une sérénité admirables. Il leur fait honte de leur peu de fermeté. Il raille doucement Criton qui ne veut pas croire que le véritable Socrate ne sera plus là après sa mort. Il loue le bon cœur du geôlier et accueille avec sérénité l'homme qui apporte la ciguë. Jamais récit plus simple ne fut plus impressionnant que celui des derniers moments de Socrate. Le mythe du Phédon. À l'intérêt dramatique, le Phédon ajoute l'attrait d'un conte fantastique où la grande imagination du poète qui est Platon s'est donné carrière. Homère avait décrit dans le 11e chant de l'Odyssée le séjour des morts. À l'imitation de la Nécuia d'Homère, Platon l'a décrit à son tour en conformité avec les idées nouvelles qu'on s'en faisait de son temps et qu'il s'en faisait lui-même. Ces idées, échappant à l'argumentation philosophique, il les a exposées sous forme de mythes en 3 ouvrages, le Gorgias, la République et le Phédon. Dans le Gorgias, nous voyons comment et par qui les âmes sont jugées. Dans la République, comment elles sont récompensées et punies, et quelle est la structure de l'univers où ces âmes voyagent. Dans le Phédon, il s'agit surtout des séjours assignés aux justes et aux méchants, et à cette occasion de la structure de la terre. Dans la République, les âmes après la mort se rendent dans un endroit merveilleux où il y a dans la terre 2 ouvertures attenant l'une à l'autre, et dans le ciel, en haut, 2 autres qui leur font face. Les justes prennent à droite la route qui monte dans le ciel, et les criminels à gauche la route descendante. Par les 2 autres, les âmes qui ont accompli leur temps reviennent pour revivre sur la terre. Dans le Phédon, la description est restreinte à la terre divisée en 3 compartiments. En haut, la terre pure, qui est le paradis. Au milieu, la surface de la terre que nous habitons. Et sous la terre, les lacs et les grands fleuves où s'embarquent les âmes coupables et par où elles reviennent au monde quand elles ont expié leurs fautes. Dans les 2 ouvrages, Platon a lié ses idées sur les sanctions morales à une vue générale, dans l'un de l'univers, dans l'autre de la terre. Les détails diffèrent. La cause en est dans la différence des points de vue. Ceux que donne le Phédon sur l'intérieur de la terre complètent la description des voyages des âmes décrits dans la République. Mais les 2 mythes sont dignes l'un de l'autre par la grandeur des spectacles, par l'originalité des vues, par le pittoresque des descriptions et par la beauté du style. Les personnages. En aucun autre dialogue, la figure de Socrate n'apparaît plus belle que dans le Phédon. C'est toujours le même Socrate qui a consacré sa vie à la philosophie, qui s'est mis tout entier au service du dieu de Delphes et qui a sacrifié tous ses intérêts à l'amélioration de ses concitoyens. Mais jamais il n'a paru si élevé au-dessus de la commune humanité que le jour de sa mort. Il s'entretient dans sa prison avec ses amis, avec la même liberté d'esprit qu'avant sa condamnation. Son calme et sa sérénité ne se démentent pas un instant. Il n'a rien perdu de sa bonne grâce ni de sa bonne humeur.
Il joue avec les cheveux de Phédon et plaisante sur la nécessité où celui-ci va se trouver de les couper. Il raille doucement Criton, qui s'inquiète de sa sépulture. Il reste calme et ferme, tandis que tout pleure autour de lui. Puis il boit le poison avec une sérénité parfaite, et il est si peu troublé par l'approche de la mort qu'il recommande à Criton de sacrifier un coq à Asclépios. Enfin, il part pour l'autre monde, plein de confiance et d'espoir, laissant à ses disciples le souvenir d'une vie exemplaire et d'une mort admirable. Parmi tous ceux qui l'assistèrent à son dernier jour, 5 seulement prennent part à l'entretien. Phédon, Simnias et Sébès, Criton et un inconnu, dont Phédon a oublié le nom. Si l'on en croit Diogène Laërce, Phédon d'Élis aurait été fait prisonnier dans la guerre que Sparte et Athènes firent à sa patrie en 401. Amené comme esclave à Athènes, il fut, au dire d'Olu-Gel, racheté par Sébès, et nous le trouvons dès 399 membre du cercle socratique. Il semble avoir été un disciple fort estimé du maître, pour lequel il professe de son côté une grande admiration et une profonde affection. Après la mort de Socrate, il retourna dans son pays, où il fonda l'école d'Élis qui fut transportée dans la suite à Érétrie par Ménédème. Si l'on en juge par l'école de Mégare avec laquelle la sienne est souvent citée, il dut s'occuper particulièrement de logique. Il avait composé des dialogues, entre autres un Zopyre et un Simon, les 2 seuls que Diogène Laërce tient pour authentiques. Simnias et Sébès, tous 2 Thébains, sont les 2 principaux interlocuteurs de Socrate. Après avoir suivi dans leur patrie les leçons du pythagoricien Philolaos, ils étaient venus à Athènes suivre celles de Socrate. C'étaient 2 jeunes gens de famille riche, car ils avaient apporté de grosses sommes pour faire évader Socrate. Confère Criton 45b. Simnias est mentionné dans le Phèdre 242b. Diogène Laërce rapporte qu'on lui attribue 23 dialogues, c'est tout ce qu'il dit de lui. Nous n'en savons pas plus sur Sébès. Xénophon le mentionne 2 fois dans les Mémorables, mais sans rien ajouter à ce que nous savons. Diogène Laërce dit qu'on lui attribue 3 dialogues, le tableau, la 7e et le Phrynikos. Nous avons encore le soi-disant tableau de Sébès. C'est en réalité un écrit qui date des environs de l'ère chrétienne. Platon n'a peint de Simnias et de Sébès que leur esprit, non leur humeur et les particularités de leur caractère.